Regardez un peu parmi toute cette génération-là de politiciens qui sont venus, les nouveaux, ceux que vous considérez comme élites, ces gens-là, pour la plupart, se sont enrichis plus vite que ceux qui ont fonctionné avec nous. Ceux-là se sont enrichis pendant 30 ans, mais ici, en moins de 10 ans, certains ont fait des fortunes que vous ne pouvez pas imaginer. Je défie les journalistes et je défie même le ministre de la Justice de permettre ces enquêtes pour qu'on aille vérifier un peu tous ceux qui construisent. Parce que si moi je construis un building aujourd'hui, on doit pouvoir me demander quelles sont les sources de revenus que j'ai. On aille vérifier un peu. Moi je suis professeur d'université, j'ai un salaire. Si j'ai un extramuros, on connaîtra mon salaire. Si je construis un immeuble de 5 étages, je dois pouvoir prouver d'où est venu cet argent. Allons vérifier. Ceux qui achètent des villas en Europe et tout ça, il faut qu'on aille vérifier. C'est comme ça que les autres fonctionnent. C'est pas du hasard. Alors si on laisse faire cela, eh bien, nous avons une classe, c'est cette élite-là qui est arrivée, qui est venue plus pour essayer de rattraper un retard sur le plan de l'installation sociale. Mais ils ne sont pas venus pour rattraper le retard du pays par rapport à sa gestion, par rapport à son futur. Non, le futur c'est le leur. Et le passé c'est celui du pays. Et c'est ainsi que vous entendez toujours le discours du genre, mais hier il n'y avait rien. Nous on vient de construire ceci. Et on vous fait un discours comme ça, juste en face du palais du peuple. Et donc on regarde là où on a mis les fontaines, on dit voilà ce qu'on a construit la route. Mais personne ne voit qu'à côté là, il y a un palais du peuple que les gens avaient construit avant. Et personne ne voit que juste à côté, il y a un stade que même les mêmes Chinois ont construit avant que vous on arrive. Alors on vante juste le boulevard qu'on a construit, juste par manque d'histoire. Parce qu'on ne veut même pas faire référence à l'histoire. On vous dit que non, la route du Bas-Congo, on l'a reconstruite. Mais non, la route du Bas-Congo, elle était là. Il y a des gens qui ont fait cette route à l'époque aussi. Mais aujourd'hui, tout le monde n'a pas le sens de l'histoire. Si vous avez été absent pendant 20 ans de ce pays et que vous revenez au moment où on refait la route, vous allez dire qu'elle n'a pas existé. Mais si moi je suis resté ici 20 ans avant et que j'ai vu la route que j'ai circulée, je sais qu'elle a existé. Mais seulement la vraie question, c'est celle de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre cette route qui existait et l'état dans lequel il s'est devenu. Comment faire pour que demain, celle que nous construisons aujourd'hui ne devienne pas ce qu'elle était devenue hier. Et c'est là que tout l'enjeu des avoirs publics, de la fortune de cette nation, mérite une meilleure gestion. Pour que demain, nous puissions avoir de l'argent pour entretenir. On peut construire avec l'argent de l'Union européenne une route. On peut aller inaugurer une route avec l'argent de la Banque mondiale. Mais est-ce qu'on pourra l'entretenir avec l'argent de l'Union européenne ou l'argent de la Banque mondiale? Ça, c'est une grosse question. Et le passé nous montre qu'on ne peut pas. Pour l'entretenir, il faudra mobiliser les fonds intérieurs. Pour mobiliser les fonds intérieurs, il faudra un sérieux dans la gestion. Il faudra qu'on mette fin à l'impunité. Il faudra que ceux qui volent soient sanctionnés d'une manière ou d'une autre. Un autre dossier, professeur, qui fait couler encore beaucoup d'encre et de salive, c'est le rapport des Nations Unies par rapport au génocide. Il y a maintenant des gens qui disent enfin, on reconnaît qu'il y a eu génocide en République démocratique du Congo, mais ce dossier est presque tabou ici chez nous. On n'en parle pas. C'est sur le net qu'on en parle, mais ici on n'en parle pas. Est-ce que les gens savent que ce rapport-là existe? Non, si c'est sur le net, beaucoup de gens n'ont même pas accès au net. Donc ils ne savent même pas. Je vois que la plupart de nos journalistes, la presse écrite, passent leur temps à publier des pages entières. Mais là encore une fois, c'est juste parce que ça manque de matière dans les journaux, alors on en profite, on met ces éléments-là. Mais l'enjeu n'est pas là. Moi je crois que l'enjeu, au-delà de la publication qui reconnaît des choses que beaucoup de gens savaient, hein, il faut savoir pourquoi maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'est toujours passé dans la gestion des chefs d'État africains et particulièrement d'Afrique centrale. C'est que Kagame devenait quoi? Très arrogant. C'est quelqu'un qui, en fait, commençait à échapper à la gestion des autres, entre autres des Occidentaux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut nous mettre un peu d'épines sous les pieds pour lui dire, jeune homme, si tu fais ça, regarde ça. Quand tu quitteras le pouvoir demain, on peut toujours t'incriminer pour ceci, pour cela, pour cela. C'est pas seulement Kagame. On a fait ça avec Idi Amin, on a fait ça avec Mobutu, on a fait ça avec Eyadema, on le fera avec les nouveaux venus du pouvoir africain. La bêtise, c'est que les Africains, là, ils ne comprennent pas qu'ils ont intérêt à se mettre au service de leur peuple, de ne pas tuer justement ce peuple, de ne pas les affamer, de faire en sorte qu'ils deviennent meilleurs pour que demain, lorsqu'ils quittent le pouvoir, ils puissent rester sur leur terre de leurs ancêtres et jouir de la vie comme tous les autres, comme tout bon citoyen. Parce que demain, avec tout ce qu'ils ont fait, il y aura sûrement les choses. Mais l'Européen va utiliser cela pour faire quoi? Quand vous regardez ce rapport, il n'y a pas que le Rwanda. Pourquoi le silence ici? Parce que ça s'est passé chez nous. Est-ce que quand ça se passe chez nous à l'époque,
l'époque de l'AFDEL, il n'y a pas des responsables de l'AFDEL qui sont impliqués là-dedans? Je crois qu'il y en a. Et c'est ainsi que vous voyez cet silence parfait. Parce que ce rapport sur le Rwanda est un boomerang, même pour nous. Et on peut l'utiliser demain. Vous ne voulez pas signer tel contrat pour l'exploitation minière pour notre pays? Ok, nous serons les premiers à lancer justement le truc de TPI contre vous. Le même chantage va se jouer. Alors pour qu'il n'y ait pas chantage, je signe l'accord pour qu'on exploite les minéraux. Mais on va signer au détriment de qui? Du peuple. Mais comme le peuple n'a pas de TPI, notre peuple n'a pas fait de rapport sur son extermination. Personne ne le fait. Par conséquent, nos dirigeants n'ont même pas peur de notre peuple. Ils ont peur des autres qui font leur rapport. Et pour moi, c'est ça le sens de tout ce rapport. Et c'est pas par hasard. Le secrétaire général il se déplace, il va au Rwanda. Il va expliquer que c'était une fuite pour essayer de calmer le président rwandais. Mais on le calme pour combien de temps? Parce qu'il aura fait un mandat, un deuxième, le troisième, tout le monde en aura marre. Il faudra qu'il parte. Mobutu n'était pas mauvais hein, pour les Occidentaux. C'est à un moment donné, certains ont dit, mais enfin il a trop duré, il doit partir. C'est tout. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour eux? Le temps de Mobutu, il avait ouvert ce pays à tous les étrangers. Ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu. De temps en temps, il avait des soubresauts, un moment de colère et trucs machin. Mais en fait, avec la Belgique surtout. Avec la Belgique, avec tout le monde. Mais en fait, il faisait ce qu'il voulait. C'est la même chose aujourd'hui. Les uns, vous entendez les gens dire, bon, écoutez, la MONUC doit partir. Ah non, ces blancs-là, qu'est-ce qu'ils pensent? Nous avons les mêmes scénarios. On crie et puis après tout d'un coup, tout le monde se tait. Et puis vous apprenez, non, faire ce quantum à signer tel contrat pour l'exploitation de tel minerai à gauche et à droite. Il a fait régler. Donc le même jeu reprend. Le même système est là. Ce sont les animateurs qui ont changé. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de changer les animateurs, mais de changer aussi le système dans lequel. Ça ne se passera pas comme ça, comme en un clin d'œil. C'est quelque chose qui devra être construit de manière, plutôt de manière méthodique, systématique, et dans la vision, mais aussi dans la pratique. Professeur, la rentrée parlementaire, c'est dans pas très longtemps, nous sommes déjà au mois de septembre, et on dit que c'est la rentrée de tous les enjeux une fois de plus, parce que c'est la dernière avant les élections de 2011. Et vous pensez que le Parlement a un bilan positif, négatif? Bon, c'est aux parlementaires d'établir leur bilan. Selon vous, en tant qu'intellectuel, mais bon, le Parlement a bien travaillé? Je n'en sais rien, parce que le budget d'abord qu'on nous a toujours proposé était en deçà des attentes de la population. Et quand on regarde, parce qu'en fait le vrai problème c'est quoi? C'est d'aller se poser la question sur l'exécution du budget qu'ils votent. Pour ne prendre que l'exemple du budget. Ils votent chaque année un budget. Mais quel est le niveau d'exécution de ce budget? On n'a jamais évalué. On ne nous a jamais dit. Et le peuple n'est pas au courant. Et quand l'opposition a tenté de demander, on a eu un flou le plus parfait. Si on va avoir une évaluation aujourd'hui, avant même, parce que la session prochaine elle est budgétaire, qu'on nous dise un peu le budget qui a été voté pendant tous ces mandats parlementaires, qu'est-ce qu'on a? Comment ça a été exécuté? À quel niveau d'exécution nous sommes arrivés? À ce moment-là, ce serait intéressant pour pouvoir faire l'évaluation. Expliquez un peu aux gens, professeur, on a atteint le point d'achèvement, le point d'achèvement sur qu'est-ce que ça change pratiquement pour la population? Bon, pas grand-chose. Pas grand-chose pour la population, dans ce sens qu'en fait, bon, on est reconnu comme pays pauvre et très endetté. C'est ça. Si c'est un record, alors il faut mettre ça dans le livre des records. Ok, dans le Guinness Record. C'est pas ça. L'enjeu, c'est quoi? Bon, on a réduit 90% de notre dette. Mais il nous reste encore une partie de la dette. Cette dette-là, il faut la rembourser. Et pour la rembourser, il faut se mettre au travail. Il faut produire. Mais qu'est-ce qu'on a mis dans la tête des gens? C'est pas la faute des gens, c'est la faute même des dirigeants. Ils se sont mis à fêter comme si c'était vraiment fini, qu'on était devenu riche. On n'est pas riche avec ça. Et il nous faut maintenant mobiliser les fonds de l'intérieur pour éviter de retourner dans le cycle des dettes. Il faut faire en sorte que tout ce que nous produisons de l'intérieur soit suffisamment capitalisé pour qu'on paye les 10% qui restent. Comme ça, on est libre. Un pays comme le Brésil a payé la dette anticipativement. Et aujourd'hui, quand vous regardez le Brésil est entré parmi les pays émergents. Mais nous, on chante, nous, on a fait PPT, champagne même. J'ai vu des gens prendre une bouteille de champagne comme ça. C'est quoi? C'est comme si on disait, bon, Colette, tu sais, tu avais une dette de 100 francs. Bon, maintenant, je te fais une remise de 90 francs, mais tu me dois 10 francs. Et Colette, tu as fêté et dit, ah!
Mais oui, quand même. Oui, quand même. Mais c'est beaucoup. Oui, on t'a enlevé les 90%, mais maintenant, Paulette, lui, et Paulette, elle s'assied, elle boit, et puis demain, elle a besoin d'argent. Mais l'argent est là, au lieu de faire en sorte qu'elle mobilise ces 10 francs qui sont restés pour rembourser, Paulette va encore demander, donnez-moi encore 10 francs. Donnez-moi encore 10 francs. Donnez-moi encore 10 francs et le cycle reprend. Et très vite, Paulette se retrouve encore à 100% de dette. Le Cameroun avait atteint le PPTE. Allez voir le Cameroun d'aujourd'hui de Paul Biya. C'est la même chose, ils ont repris le cycle. Et les Occidentaux, ils feront en sorte que vous rentriez là-dedans. On va vous proposer. Donc c'est cela l'enjeu. Et le vrai problème, c'est quoi? C'est que depuis qu'on a annoncé cette chose, moi je n'ai pas l'impression qu'au niveau de l'État, on se mobilise réellement pour faire en sorte que les recettes de l'État rentrent au niveau de l'État et que nous puissions payer cette dette rapide. Bien au contraire, nous continuons à nous prélasser et le budget prochain, c'est un budget sur les élections. Et je crains fort qu'avec l'arrivée des élections et notre manière de concevoir les élections, que nous puissions justement dilapider les fonds intérieurs pour que nous puissions nous faire élire. Que nous puissions entrer dans des dépenses de prestige pour montrer qu'on a de l'argent et qu'en fait, on doit se faire réélire. Et les dépenses de prestige vont faire en sorte qu'on aille encore dans les banques, qu'on multiplie la planche à billets, qu'on laisse faire certaines choses pour qu'on puisse avoir de l'argent qui nous permette de faire ces élections. Et demain, ce point d'achèvement, il ne sera pas seulement un point d'achèvement pour le pays, ça risque d'être un point d'achèvement pour les individus. Alors, professeur, j'ai lu dans le journal, j'ai un excellent confrère, que la MONUSCO remarque encore un regroupement des ennemis. La guerre va reprendre encore. Des tensions, une fois de plus, à l'Équateur. Bon, moi, vous savez, moi, je dis toujours, les Enyélé, c'est une métaphore. C'est une tribu, les Enyélé. Oui, on dit c'est une tribu, mais aujourd'hui, pour moi, c'est une métaphore. Les Enyélé, c'est comme le Bundu du Congo. C'est encore une autre métaphore. C'est-à-dire qu'on peut dire que c'est fini, mais ça ne finira jamais tant qu'un peuple sera en train de vivre dans la misère, dans la pauvreté. Tant qu'on imposera à un peuple cette situation, ce vécu-là inhumain, il y aura toujours des Enyélé. Il y aura toujours des Bundu du Congo. Il y aura encore d'autres, des Koulouna ou je ne sais pas quoi qui vont se réveiller. Parce qu'en fait, ce sont des manifestations d'une manière inhumaine d'exister, d'une manière inacceptable d'exister, qui est imposée aux autres dans un État qui est riche. Et ceux à qui on impose cela, à un moment donné, ils finissent par trouver des structures pour pouvoir exprimer leur mécontentement. Hier c'était Bundu du Congo, mais même pas hier. Hier c'était les Kimbangi, à l'époque coloniale. Les Kimbangi se sont dit non. C'est comme ça qu'on a arrêté Kimbangu, on l'a amené partout. Parce qu'il avait dit non à l'époque coloniale, à cette manière inhumaine de traiter les autres. Après Kimbangu, on a eu le mouvement indépendantiste avec les Lumumba. C'était pour dire non, que nous n'acceptons pas de vivre comme ça, dans un État qui est le nôtre, que nous pouvons vivre mieux. Après eux, nous avons eu les pendus de la Pentecôte qu'on a amenés. C'est des gens qui ont dit non. Après, vous avez eu les 13 parlementaires là, qui après ont créé l'UDPS. C'était pour dire toujours non. Et puis après, vous aurez les Bundu du Congo. Il y en a d'autres que je n'ai pas cités. Vous aurez les Bundu du Congo. Après, vous avez aujourd'hui les Enyélé. Après, demain, vous aurez peut-être des gens dans le Bandundu ou ailleurs. Mais il y en aura toujours tant qu'on n'aura pas créé des structures qui permettent à chacun de nous de vivre et de vivre décemment. Les Enyélé, vous allez apprendre demain que c'est devenu un parti politique qui va recruter même au Katanga. Vous aurez des gens membres du parti Enyélé. Aujourd'hui, le Bundu du Congo, c'est devenu un parti politique. Ah bon? Ah oui, le Bundu du Mayala, c'est un parti politique aujourd'hui. Avec Nemo Nassemi comme président d'un parti politique. Vous croyez que le Bundu du Mayala demain